Ah, ça y est. Salut à tous, bienvenue sur le premier live sur notre fanpage ForMaker. Donc aujourd'hui, c'était notre journée habituelle de notre permanence. Bon, malheureusement, comme beaucoup de personnes, on n'a pas le droit de sortir. Ça s'appelle le confinement. Donc on a Ah, ah. décidé de faire ça en live. Donc comme vous pouvez le constater, je suis avec un type qui s'appelle Maker Fred. Alors je sais pas si Salut. Maker c'est son prénom ou si c'est Fred ou si Maker c'est son nom de famille. Mais qui Alors, es-tu, à Maker Fred? choisir, maker, c'est plutôt comme monsieur ou maître ou docteur ou machin. C'est un titre. C'est un titre honorifique ou pas, mais en tout cas, c'est un titre qui définit ce que je fais dans la vie et ce que je fais maintenant en live avec toi, avec vous. Ok. D'ailleurs, toi aussi, tu Donc t'appelles Maker Lionel quand je veux bien. ouais, oui, oui, j'ai reçu mon diplôme de makering. Fred, vu qu'on est sur la page de ForMaker, tu peux peut-être dire un mot sur justement qu'est-ce que ForMaker? Alors, l'association ForMaker, c'est un regroupement de makers qui, à la base, se sont presque tous croisés dans le Fab Lab de Strasbourg. Et on s'est dit, à être tous ensemble, on était plus soudés, plus solidaires et on pouvait mener des projets de makers dans un Fab Lab ou deux ou trois ou plus. En tout cas, les Fab Labs sont nos terrains de jeu et c'est dans ces endroits-là qu'on recrute de nouveaux makers et pas que. Hein. Avant le confinement, on faisait beaucoup de maker faire et notamment à Paris, à Nantes, à Lille, à Toulouse, on était dans le salon des makers et en fait, on bouge beaucoup. Et cette association produit chaque année une nouveauté. Alors, ça peut être un projet en 3D, ça peut être une émission qu'on a nommé Show Me the Maker, qui a décidé de mettre en avant les makers. Et j'ai envie de dire, cette année, la nouveauté, ça va être d'animer notre permanence en live, puisque cette permanence, depuis 6 mois qu'on a un local, on avait un point de rendez-vous. Avant, c'était juste une association de makers qui squattait un coin de table dans des espaces numériques. Là, maintenant, nous avons un local, mais à cause du confinement, il est fermé. Le principe de notre permanence, c'est que les portes sont ouvertes, qu'on imprime quelque chose pendant 1 heure ou deux et on laisse les curieux venir. Et grâce à la technologie, le streaming, on peut éventuellement eh ben, faire ça pareil ici en mode connecté les uns aux autres. Donc voilà pour la présentation de l'association. On peut simplement dire un mot sur l'anniversaire. Lionel, je te passe la parole. Oui. Donc j'en profite d'ailleurs hein, pour ceux qui nous regardent. Je vois qu'il y a déjà deux trois personnes qui nous regardent. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions à poser, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat, on pourrait y répondre. Et après, effectivement, je reviens sur l'anniversaire. Donc l'association a été créée le 29 mai 2015. Donc normalement, le 29 mai 2020, on va fêter les 5 ans. Voilà, ça tombera pendant le Hacking Health Camp qui devrait se tenir sur la même période. Je sais pas encore ce qu'on va faire pour l'occasion, mais on va réfléchir à un truc. Donc on essaiera de faire un truc assez cool. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent, pour ceux qui verraient le replay, normalement on parle de quiz. Alors je sais pas, Fred, si tu veux nous en dire un peu plus sur cette idée de quiz que tu avais eue. Alors, le quiz, c'est une présentation de à peu près 15 minutes sur l'impression 3D, les débuts, comment la technologie existait. Et en fait, à chaque écran du quiz, eh ben, il y a une question qui est posée avec une réponse que je vous donne au fur et à mesure. Donc, euh, normalement, le quiz dure 15 minutes. On va commencer par, si tu peux partager mon écran éventuellement. Je peux partager ton écran éventuellement. Alors, vas-y. Voilà, l'écran a été partagé. D'accord. Alors, on va commencer par la première question. Ceux qui ont déjà pratiqué les ateliers ForMaker, eh bien,
connaissent un peu la réponse, mais ceux qui l'ont jamais pratiqué, je vous invite à tout de suite deviner à quelle date, eh bien, les chercheurs en France et aux États-Unis ont découvert l'impression 3D. Et justement, vous avez 5 dates devant vous. Évidemment, les chercheurs en France, c'était pas loin de chez nous, c'était à Nancy. Ils ont découvert l'impression 3D. Un peu au même moment, je pense qu'il y avait une conjonction en termes de technique et voilà, les chercheurs en France, ils ont cherché. Les Américains, eux, ils ont déposé un brevet. Alors, à votre avis, parmi les 5 dates qui sont proposées ici, quelle est la date de création de l'impression 3D et du dépôt du brevet? Alors, je sais que des gens nous regardent, donc si jamais vous pouvez jouer en même temps en écrivant les réponses dans le chat, je vois que David déjà a commencé à nous écrire des choses. Et je sais qu'il y a Yamina et Bruno aussi qui doivent nous regarder, donc n'hésitez pas à commenter. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur la réponse est-ce que c'est en 1974, en 84, en 94, en 2004, en 2014 Lionel, si tu vois une réponse sur le chat que moi je ne vois pas là, puisque je vois que mon écran, tu peux dire qui a une réponse déjà. Alors pour l'instant, il y a juste David qui nous a mis un étrange message en disant que le transcripteur parle de quiz et pas de quiz. Donc effectivement, pour ceux qui nous regardent en ligne, vous avez peut-être des sous-titres qui se génèrent automatiquement. David, d'ailleurs, si tu as la réponse, n'hésite pas à écrire un petit mot, puisque je vois que tu es là. Ah, Yamina nous a répondu, elle a dit 1974. Alors, Et David a écrit, David, il a mis en 2020 avec les masques, mais je pense que c'est une blague. c'est effectivement une blague. Donc, on a les deux extrêmes. On a 2020 pour les masques. Alors, peut-être qu'un certain nombre de personnes dans le grand public découvrent l'impression 3D parce que ça leur sauve la vie. S'ils sont en ce moment en première ligne, évidemment, il y a des masques qui peuvent être imprimés, plutôt des visières. Hein. Et puis l'autre extrême, 1974, on se dit, est-ce que c'est une technologie qui est aussi ancienne que ça? Alors, je vais donner la réponse tout simplement. Il se trouve que c'est pas tout à fait 74, c'est pas tout à fait 2020, c'est en 1984. Pour ceux qui étaient là à cette époque-là, peut-être qu'ils se souviennent que c'était le premier Mac qui est sorti, mais bon, tout le monde ne se souvient pas de cette époque-là. Mais 84, ça veut simplement dire que, à cette époque-là, il y a justement Chuck Hull, c'est l'Américain en question qui a déposé ce brevet. Et 2 ans plus tard, il fonde une société qui s'appelle 3D Systems. Et justement, ce brevet va courir pour les prochaines années et il en fera justement son business. Et en général, quand on a des publics plutôt jeunes, on leur demande mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un brevet? Alors ils disent ouais, le brevet des collèges, ouais, je sais, je le passe à la fin de l'année quoi. Alors c'est pas tout à fait ça pour les jeunes qui peuvent nous écouter. Un brevet, c'est vous avez une idée, vous appelez votre avocat en propriété intellectuelle et vous lui dites je veux protéger cette idée pour que je sois le seul à il faut avoir un avocat en propriété intellectuelle pour pouvoir appeler un avocat. Peut-être. En tout cas, ils existent et on peut leur passer un coup de fil et leur dire voilà, j'ai une super idée, je vais en faire mon business et donc voilà, je vais la protéger. Et tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il a déposé comme brevet Chuck? Eh ben, il invente un format de fichier qui s'appelle le format STL. STL, pour ceux qui utilisent déjà une imprimante normale chez eux, c'est un peu comme un PDF, puisque le PDF permet de créer un document qui soit imprimable sur n'importe quelle imprimante noir et blanc ou couleur de toute la planète. C'est un format qui fonctionne chez tout le monde. Et le STL, c'est à peu près pareil. Il invente donc ça, et surtout, il invente un matériau qui est sensible à quoi? Et là, c'est
le quiz, vous avez un petit dessin, parce qu'effectivement, la plupart du temps, nos auditeurs sont des jeunes. Et voilà. À votre avis, le matériau, il fait quoi? Il est sensible à quoi? Là, on a, si on voit ma souris bouger, un soleil qui est en train de cuire un cake. Alors, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui fait cuire le cake? Alors, c'est pas dans un four, mais je vous entends dire, ah ouais, ben le cake, ben il est cuit, on le met dans un moule, c'est de la pâte liquide. Une fois qu'elle est cuite, ben elle est solide. Et ben Chuck Hull, qui a inventé le procédé, il s'est dit, ben je vais utiliser quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait répondre quelque chose qui vient du soleil et qui, en frappant sur la peau, peut vous donner des coups de soleil? Est-ce qu'on a une idée derrière la tête? Ouais, parmi ceux qui nous regardent, si jamais vous avez envie de répondre, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis Ouais, sûr dès que que David aura sans doute une idée un petit peu drôle. je pense aussi, en tout cas, pour vous donner un indice, ben, c'est quelque chose qui, lorsque vous mettez une crème solaire, eh bien, ça vous protège. Le soleil, il vous Ah, envoie il y quelque chose a. de costaud. Ah. On a, Alors on a une on a réponse. des gens qui commentent. Il y a Bruno qui a répondu Joker. Moi j'imagine que il sait pas. Et Guillaume a répondu les UV. Ah, eh ben, écoute, Guillaume, tu as trouvé. Justement, Chuck Hull, il a dû, à mon avis, un jour passer un été à la plage. Il a pris un coup de soleil. Il s'est dit, waouh, les UV, c'est quand même costaud. Le soleil, il est vraiment loin. Si je me souviens bien, c'est 8 milliards de kilomètres. Et il arrive quand même, avec les rayons qu'il m'envoie, à me brûler la peau. Alors, effectivement, Je c'est crois les que rayons alors le UV. Soleil, si moi je me trompe pas, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre et il met 500, enfin les rayons mettent 500 secondes à nous toucher. Mais D'accord, ok. c'est Ben, un autre débat. merci pour la précision. En tout cas, les rayons UV, c'est donc des rayons ultraviolets. Ils envoient du lourd, quoi. Ils envoient de l'énergie suffisamment pour vous brûler la peau. Et ben Chuck, il s'est dit, ben je vais envoyer des UV sur une sorte de pâte à gâteau que j'inventerai et qui sera solidifiée à des endroits bien précis. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, euh, une fois que Chuck a eu cette idée des UV, une autre société concurrente qui s'appelle Stratasys s'est créée. Et elle se dit, bon, plutôt que de solidifier une pâte à gâteau avec des UV, moi, je vais utiliser du plastique, hein, comme on fait les Lego, hein, du plastique, et on va les faire fondre. Et c'est quand ils se refroidiront que ça va me donner un cake ou toute autre forme d'objet en 3D. Et pour vous donner un ordre d'idée sur comment on fait fondre du plastique et à quelle température, le premier quiz qu'on voit en haut de l'écran, eh bien, il y a une bougie qui fond. Et pour ceux qui ont envie de répondre, à votre avis, à quelle température la bougie elle fond? Évidemment, c'est entre 0 et 100 degrés. 0 degré, il fait trop froid pour que ça fonde. 100 degrés, eh ben, c'est l'eau qui bout, hein, c'est un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a une proposition de réponse entre 0 et 100 degrés pour savoir à quelle température la bougie elle fond? Alors on n'a pas encore de proposition de réponse, mais on a une question de la part de David qui demande peut-on utiliser le soleil directement pour éviter de consommer de l'électricité pour faire fondre le plastique, par exemple avec une loupe. Ah, je vois que David a essayé de brûler des petits animaux, des petits insectes, ou quand il était jeune, avec une loupe, ou alors il a essayé d'allumer un feu à partir d'un papier et une loupe. Alors, pour répondre à David, qui a une question pertinente, hein, on peut utiliser le soleil, on peut utiliser une loupe, et je sais qu'il y a un artiste qui a créé une machine qui ressemble un peu à une imprimante 3D. Il va dans le désert avec, où le soleil tape vraiment très très fort. Il a une super loupe et il fait fondre le sable qu'il y a dans le désert pour en créer des objets 3D. Ça, c'est assez remarquable, mais c'est effectivement ce principe-là. Alors, pour en revenir à nos moutons et pour vous apprendre quelque chose, si vous savez pas à combien de degrés la bougie elle fond,
eh ben, on a une température de, allez, on coupe la poire en deux, entre 0 et 100 degrés, c'est 50 degrés. Alors 50 degrés, c'est intéressant de savoir que quand vous mettez le doigt sur la cire fondue d'une bougie, c'est très chaud, mais vous ne brûlez pas encore. Je crois que le seuil de résistance de la peau, c'est à peu près 60-70 degrés. Là, vous avez une sensation de douleur et vous enlevez le doigt. À 50 degrés, la cire, c'est chaud, ça brûle pas, mais c'est chaud quand même. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la cire, c'est quelque chose que vous pouvez manipuler quand vous voulez vous amuser. Mais le plastique fondu, on est à une toute autre température. À votre avis, est-ce qu'il y a des propositions pour savoir à combien de degrés le plastique fond? On a quoi? Alors, on laisse réfléchir, j'en profite pour revenir sur les autres commentaires. Donc, par rapport à ce que tu as dit, Guillaume répond, oui, cela est possible, pas mal de boîtes bossent là-dessus pour utiliser du sable lunaire, par exemple. La NASA aussi bosse dessus, Ah, waouh! sur cette idée de sable. On voit que tu es bien informé, Guillaume. Et David lui a répondu, ah, génial, point d'exclamation. Eh ben, effectivement, je pense que utiliser du sable, c'est vraiment un matériau très facile à trouver dans les déserts ou sur la Lune. J'en ai profité pour ceux qui se disent bon ben je connais tout sur l'impression 3D. J'en ai profité pour mettre devant vous notre imprimante qui est en train de tourner dans le fond. C'est une petite imprimante et c'est le bruit que vous entendez certainement quand je parle. On est en train d'imprimer quelque chose et là, ça va être aussi un quiz. C'est à votre avis, qu'est-ce qu'on est en train d'imprimer maintenant? Et pour répondre à votre question, à quelle température le plastique est fondu pour faire des objets? Donc là, elle tourne. Je crois qu'elle va bientôt finir. On est à, je pourrais pas vous dire à combien de pourcents. Si on voit ici, dans 2 minutes, l'impression est finie, on pourra la démouler. Mais ça, c'était au niveau du suspense. Maintenant, je retourne à notre petit quiz. En fait, ce que vous On a voyez une là. réponse de Bruno qui nous dit entre 180 et 250 degrés. Alors, bien vu, Bruno. On sent qu'il est au courant de ce qui se passe. Et effectivement, on a à peu près une température de 200 degrés pour faire fondre le plastique des Lego. Alors, ce plastique, il n'est pas sous forme de Lego. Hein, pour les imprimantes 3D, on a des bobines de fil et elles transitent justement dans un petit tube et elles arrivent au niveau de la buse. La buse, c'est l'espèce de petit pointe que vous voyez au centre de l'écran et c'est là que le plastique fondu se dépose sur le plateau. C'est le carré noir qu'on voit à la base et chaque couche de plastique recouvre une autre couche de plastique. Alors le temps que le plastique se refroidisse, une autre couche se met dessus et à force d'empiler des couches, on arrive à faire des objets. Alors, je pense qu'on est à quasiment moins d'une minute de la fin de l'impression. Je laisse la vidéo se finir et ensuite on repassera à la suite du quiz parce que effectivement la notion de 200 degrés pour faire fondre du plastique, elle est intéressante parce que c'est un endroit, là, la buse qui se remonte, c'est un endroit qu'on va pas toucher. Et du coup, voilà, on a un objet qui est fini, on a un rendu qui se fait que je pourrais vous montrer par la suite. Mais moi, ce que je préfère faire quand une impression est finie, eh ben, c'est simplement de la décoller. Alors, j'utilise une spatule que vous voyez peut-être ici. Hop, et c'est un peu comme une crêpe. Je vais passer en dessous de l'impression. Voilà. Je passe d'un endroit à l'autre. Je décolle l'impression 3D. Et qu'est-ce qu'on a? On a, je vais simplement enlever cette notification. On a un mini masque parce que on a une imprimante de 12 cm sur 12. C'est une visière de protection en 3D sur lequel on peut rajouter une feuille
de plastique transparent pour protéger le visage. Elle pourrait fonctionner, elle pourrait marcher pour un enfant, mais pour un adulte, c'est un peu trop serré. En tout cas, voilà. Il nous a fallu à peu près 1 heure en mode vraiment lent hein, sur notre petite imprimante pour. Oh, il est tombé. Je vais repasser sur. Casse pas tout, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que ça pourra toujours servir pour les enfants. L'impression 3D, c'est des fois c'est solide, des fois c'est pas solide, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut sortir de nulle part avec un fichier. Et on appelle ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la fabrication additive. Et le quiz, c'est de trouver justement l'inverse de la fabrication additive. Pour les jeunes qui peuvent suivre nos ateliers en général, ils savent que l'inverse d'une addition, eh bien, c'est la soustraction. Je pense que vous avez pu trouver le mot qui se cache derrière le quiz. Est-ce qu'on a des réponses ou pas? En tout cas, vous voyez là, à gauche, vous avez une personne qui construit un pont en Lego en ajoutant brique après brique, et c'est ce qu'on a fait avec le plastique. Alors que d'habitude, en tout cas depuis la nuit des temps, pour fabriquer des choses, on avait plutôt l'utilisation d'un marteau et un burin, là, par exemple, pour sculpter une statue. Eh bien, on enlevait des morceaux de marbre et justement, que ça soit du marbre, du bois ou un autre matériau, ces petits morceaux qu'on enlevait, eh ben, c'était du déchet. Et la grosse différence, justement, avec l'impression 3D, c'est qu'on n'utilise que la matière qu'il nous faut pour, justement, créer un objet. On n'a quasiment pas de déchets, sauf quand l'impression est ratée. Et ça arrive de temps en temps, parce qu'effectivement, les machines, elles sont pas toujours très fiables, mais il faut les maîtriser, c'est comme tout. Et du coup, la réponse, c'est, voilà, fabrication soustractive, c'est j'enlève de la matière, fabrication additive, je rajoute de la matière. Et pour vous parler de la suite du projet, eh bien, il se trouve qu'en 2007, il y a un projet open source qui voit le jour. 2007, c'est à mettre en rapport avec le brevet qui a été déposé en 84, 85, 86 pour une vingtaine d'années. Et à partir d'une vingtaine d'années, l'idée de l'impression 3D est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde pouvait utiliser l'idée. Auparavant, hein, le brevet protégeait cette invention hein, que Chuck a breveté, l'américain. Et en fait, pour l'utiliser, il fallait lui payer une redevance ou une licence. Et au bout de 20 ans, eh ben, on n'a plus besoin de lui payer quoi que ce soit. On peut utiliser son idée. Et vous voyez à l'écran des petites machines 3D qui sont assez rudimentaires, mais qui sont faites à partir des matériaux qu'on trouve très facilement dans les magasins de bricolage, c'est-à-dire que ce serait accessible à tout un chacun. On a des moteurs pas à pas, on a des tiges filetées, on a des vis, et les parties blanches qui font le joint, qui font les liens entre ces différentes parties-là, c'est du plastique. Ça veut dire que quand j'imprime une pièce en plastique sur mon imprimante 3D, je peux imprimer des pièces pour une deuxième imprimante 3D. Et cette imprimante 3D, une fois montée, elle imprime des pièces pour une troisième imprimante 3D. Donc forcément, des machines qui construisent des machines, ça a vraiment plu à des personnes qui ont eu ce projet en tête. Donc maintenant… Alors, il y a juste une question de David sur le nom du projet. Il a marqué la REP RAP. Je ne sais pas si tu as une petite anecdote là-dessus. Alors, l'anecdote que je peux avoir, c'est simplement le nom que je peux décrire. Et encore, je pense que David a plutôt l'anecdote que moi, j'ai pas. REP, c'est réplication. Et rap, là, je laisse le quiz ouvert pour ceux qui savent. Ou quelqu'un qui va chercher sur Internet en trouvant le nom de la RepRap. C'est un projet de réplication. Et là, c'est une colle pour moi. En tout cas, vous allez peut-être m'aider pour me dire à quoi ça sert et comment ça s'appelle. D'après Internet, c'est Replicating Rapid Prototyper.
Voilà, Donc très bien. pour rapide. Alors rapide, j'ai envie de dire oui et non, hein, mais effectivement, le concept de prototypage est intéressant parce que il suffit de dessiner le plan d'un objet le matin dans son bureau sur son PC, et avec cette machine, vous pouvez tout de suite lancer, hein, l'objet se construit devant vos yeux, et il n'est pas nécessaire d'aller comment dire demander à un sous-traitant de créer un moule qui va recevoir du plastique injecté, qui va faire des pièces. Non, là, on est dans une machine de prototypage rapide. Alors, ça parle de choses intéressantes, mais plus techniques, sur lesquelles je vais revenir plus tard, puisque là, on est encore dans un mode quiz qui est relativement facile d'accès. Alors, des exemples d'impression 3D, vous en avez peut-être déjà tous vu à la télé. Et voilà, vous avez des maisons qui sont imprimées en 3D si simplement on remplace le plastique par du béton, par exemple. Mais effectivement, il faut une imprimante 3D qui a une taille assez exceptionnelle, hein, pour construire une maison. Là, vous avez un exemple de tasse imprimée de la vaisselle ou des choses, des récipients, et d'autres choses qui sont en ce moment beaucoup plus importantes, c'est imprimer des visières pour des casques de protection contre le virus qui sévit en ce moment et qui nous confine chez nous. Il y a des exemples assez sympathiques qui font en général un effet waouh sur les gens qui connaissent de loin l'impression 3D. Ils disent mais c'est quoi? On peut faire des œufs de Pâques, des lapins en chocolat. Ben oui, si vous remplacez le plastique par du chocolat fondu, eh bien vous avez la possibilité de faire des formes en chocolat avec cette impression 3D. On voit à droite une petite pieuvre en forme de pieuvre, mais c'est un bonbon, hein, c'est-à-dire que vous mettez de la gélatine de bonbon pour faire une impression 3D, et vous avez la forme que vous voulez. Encore plus sympathique comme utilisation de l'impression 3D, on voit une mini pizza là par exemple. Il suffit simplement de mettre une couche de pâte, une couche de tomate et une couche de fromage fondu pour avoir votre pizza faite par une imprimante 3D. Et pour rester dans le domaine culinaire italien, on a une pensée pour les Italiens en ce moment forcément, mais ils savent faire également des pâtes en 3D et de la forme que vous voulez. Alors, évidemment, vous avez tous des pâtes de toutes les formes et de toutes les tailles, hein, que vous avez récupérées au supermarché, tellement il y avait des pénuries là-dessus. Alors, je vous conseille pas d'imprimer des pâtes, hein, c'est encore très long, mais ça laisse l'imagination se déborder, et vous êtes plus cantonné au penne, au rigatè, au farfalle, aux spaghettis ou aux pâtes lettres avec lesquelles vous pouvez faire votre prénom. Là, il suffit de dessiner votre pâte sur l'ordinateur et vous avez la forme de pâte qui s'imprime avec l'imprimante qui va bien. Pour aller dans un domaine un peu plus poussé, et là, je pense que vous voyez une espèce de grosse photocopieuse noire, en tout cas la forme d'une photocopieuse, c'est-à-dire un meuble assez énorme. C'est justement au bout de 20 ans que la technologie existait, en tout cas à partir des années 80-90 jusqu'en 2000-2010, ces imprimantes sont devenues extrêmement perfectionnées. Et là où vous avez pu voir tout à l'heure une impression 3D d'un masque avec un seul filament, eh bien, ces imprimantes-là, elles peuvent injecter, entre guillemets, utiliser du plastique de 8 couleurs, de 8 matières différentes. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir 8 plastiques différents qui s'injectent dans une imprimante 3D? Eh bien, au lieu d'avoir un plastique monochrome, eh bien, vous avez, par exemple, les 4 couleurs primaires, celles que vous retrouvez dans vos imprimantes couleurs, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Le cyan, c'est un espèce de bleu, le magenta, c'est un espèce de rose.
il y a le jaune et le noir, et ça, c'est les 4 couleurs que vous mettez déjà dans votre imprimante à papier. Et 4 autres matériaux qui peuvent être du plastique transparent, du plastique opaque, du plastique mou et du plastique dur. C'est-à-dire que à chaque forme d'impression 3D que vous allez faire, il y aura des propriétés, comme par exemple, vous voyez ces lunettes qui sont devant vous, elles sortent d'un bloc de l'imprimante 3D avec un parti plastique qui est transparent, les autres parties en plastique qui sont opaques et qui ont des couleurs soit noires, soit roses. Et la branche de la lunette, à mon avis, c'est du plastique rigide. Et la partie près des oreilles, ça va être du plastique mou pour que votre cuir chevelu ou vos oreilles soient pas agressées par la dureté du plastique. Donc ça, c'est typiquement un objet qui peut sortir d'une imprimante d'une très grosse facture qui est là. Et j'en profite avant de continuer à décrire ce que peut faire ce genre d'imprimante, c'est à votre avis, et c'est la question que je pose toujours en quiz avec mon public en général, c'est puisqu'ils ont une imprimante 3D devant les yeux, celle-ci que vous voyez pas trop bien, mais qui est assez petite, hein, si je prends la caméra et que je recule, voilà, on a une toute petite imprimante là. Et à votre avis, combien cette imprimante vaut actuellement sur le marché? Vous pouvez regarder la marque, hein. C'est Monoprice Mini Printer. Et je On vous va demande, jouer au juste prix alors. Mettez-nous vos prices et on verra qui est le plus proche. et pendant que vous y êtes, à votre avis, combien vaut justement à partir de ce même quiz, combien vaut cette énorme imprimante 3D qui imprime en 8 couleurs? Je peux vous donner un indice. La plupart du temps, les personnes qui connaissent pas l'impression 3D, mais quand ils voient la petite imprimante que j'ai à côté de moi et que j'emmène justement sur place pour nos ateliers, eh bien, des fois, ils disent 1000 ou 2000 euros parce qu'ils ont entendu parler de ça justement il y a quelques années quand ça coûtait encore assez cher. Alors, moi, je peux vous dire, c'est déjà moins de 1000 euros, la petite imprimante que je vous ai montrée à la webcam. Et souvent, les gens tombent assez vite quand je leur demande, mais non, mais c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus bas. Et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, c'est 100 euros une imprimante 3D. Et je lui dis, alors, c'est pas loin, 100 euros, c'est les imprimantes qui sont en kit. En kit, ça veut dire qu'il faut les monter soi-même, hein, c'est un peu comme des meubles Ikea. Alors, c'est très pédagogique hein, de monter ces imprimantes soi-même. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sûr qu'elle marche ou alors faut être vraiment doué. Donc moi, ce que je vais faire là, pendant que vous trouvez le prix, je vais simplement gratter, hop, la Alors surface du plateau. on a Peck qui nous a écrit pour la grosse imprimante, il propose 50 000 euros. Il est pas loin, effectivement. On est dans les c'est comme les grosses voitures. Hein. Vous avez les modèles de base, on est d'accord, ça peut valoir 50 000 euros. Les modèles énormes avec toutes les options et que les tailles d'impression énormes, ouais, ça va à plus de 100 000, 200 000 euros. Mais c'est comment dire, c'est uniquement réservé à l'industrie. Et l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait avec ses imprimantes 3D? Eh ben justement, vous voyez ces lunettes, ces baskets, même cette sucette que vous voyez devant vous. Hein, au final, cette sucette, elle a l'air très jolie comme ça. Faut pas la lécher. Hein, c'est du plastique, mais c'est du plastique coloré qui vous donne un aperçu de l'objet final. Et qu'est-ce qui va intéresser justement les grandes marques de chaussures pour faire des impressions 3D de chaussures, parce que c'est, comment dire, c'est assez bluffant. Je suis en train de zoomer sur la photo que j'ai prise moi-même. Hein, elle était devant moi. Pardon, ça bouge un peu trop.
c'est des détails vraiment, vraiment exceptionnels. Qu'est-ce qui intéresse les marchands de chaussures pour avoir une basket aussi précise qui sorte en plastique devant soi, devant une machine? Eh ben, forcément, c'est important d'avoir, comment dire, une idée le matin et d'avoir le prototype le soir pour pouvoir se dire, ben, j'ai une idée de chaussure qui va convenir à un grand footballeur ou à un grand basketteur, et je veux lui montrer quasiment du jour au lendemain. J'ai pas besoin d'aller chercher le cuir sur un animal, de demander à un cordonnier de travailler le cuir, faire 50 pièces différentes pour avoir une chaussure. Là, avec l'impression 3D, vous dessinez votre chaussure et voilà, elle sort en plastique, certes, on ne pourra pas la mettre, mais vous pouvez l'avoir dans les mains et ça peut être intéressant de gagner du temps dans le prototypage. Alors, on a une question de David qui est assez intéressante. Il demande que sont devenues les sociétés qui exploitaient les brevets avant? Elles fournissent les industriels, mais sont-elles restées compétitives et intéressantes? Alors, c'est une super question pour oui, nous autres qui sommes certainement dans le domaine. Euh, mais je peux pas vous répondre réellement. Je pense ils ont leur comment dire leurs clients hein, qui font ça. Elles sont restées à mon avis compétitives parce que le prototypage, on en a toujours besoin. Je pense que j'ai un début de réponse pour cette question à qu'est-ce qu'elles sont devenues ces entreprises. Eh bien, je pense que elles ont forcément évolué. Hein, au lieu de faire de l'impression de prototypes, elles ont fiabilisé les machines pour en faire des outils de production. C'est-à-dire que là où avant on avait voilà une basket qu'on pouvait pas porter parce que elle était en plastique, elle était dure, elle était pas souple. Eh ben il y a des industriels qui ont développé l'impression de chaussures en 3D qu'on peut mettre. C'est-à-dire que quand on dit avoir une impression 3D en production, c'est-à-dire que ben c'est devenu un produit. Le prototype, c'est quelque chose qui a une durée de vie limitée. Hein. On l'utilise, ça casse, on voit où c'est fragile, on change des paramètres. Mais là, je pense notamment à un grand nom de l'impression en général, hein, que je ne citerai pas. C'est un nom en 2 lettres, ça commence par H, ça termine par P. Ils étaient très sur le tard pour l'impression 3D, mais parce qu'ils avaient un business qui fonctionnait très bien à vendre des cartouches hors de prix. Ils se sont mis à l'impression 3D uniquement quand ça avait une portée, j'ai envie de dire, militaire. C'est-à-dire que, imaginez, vous embarquez dans un porte-avions, une imprimante 3D d'une grosse taille qui peut imprimer des objets qui sont aussi solides que du métal. C'est-à-dire que vous avez une pièce qui casse, par exemple, je sais pas, hein, d'un avion ou d'une hélice sur un porte-avions, être ravitaillé par une pièce de rechange s'ils en ont pas. L'imprimante 3D, c'est exceptionnel. Ça veut dire que si c'est aussi solide que le métal, vous pouvez remplacer les pièces sans avoir un stock énorme. Et je reboucle sur une intervention tout à l'heure. Si on pouvait imprimer des pièces à partir du sable lunaire, eh ben, on n'aurait pas forcément besoin de ramener toutes les pièces pour construire des habitats lunaires ou des objets sur la Lune. Ça a un réel impact. C'est voilà, c'est comment créer une pièce fiable à partir d'une impression 3D. Voilà, je pense que ces entreprises ont migré dans ce domaine-là. Je peux pas vous le garantir parce que je cherche pas trop à savoir ce que l'industrie est devenue réellement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu justement ces grosses imprimantes tourner devant moi et proposer, par exemple, des choses assez exceptionnelles. Et là, je passe sur une autre slide. Vous voyez certainement en haut à gauche un personnage de film très connu. Et là, j'ai pas besoin de vous demander ce que c'est. En tout cas, le premier qui trouve de quel film il est sorti, il gagne pas l'objet, mais il gagne l'anecdote que je vais raconter. Est-ce Alors, que juste pendant que les gens y réfléchissent là-dessus, je lis juste Pay qui avait fait 2 commentaires.
Ouais. Par rapport à ce qui avait été dit précédemment, le maquettage traditionnel coûte très cher et demande beaucoup de dextérité. Donc, pourquoi utiliser des impressions 3D pour le prototypage? Et ensuite, sur la question de David, il a répondu Stratasys et 3D Systems génèrent des milliards chaque année. Donc voilà, les entreprises continuent de gagner pas mal leur vie. Et ensuite, tout le monde sait que HP, ça veut dire Hewlett Packard en nom complet. C'est juste, merci de préciser. En tout cas, les remarques sont très pertinentes. Euh, bon, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que je pense dans le domaine du cinéma et même un domaine que Lionel connaît très bien, c'est le cosplay. Eh ben, vous pouvez vous fabriquer vous-même des objets comme des armures, des choses qui sont bon, certes grandes et longues à fabriquer, mais vous avez aussi ces objets fétiches que vous trouvez assez facilement. Alors, quand je dis fétiche, c'est qu'ils vous parlent soit de votre enfance, quand vous avez regardé tous les films Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, Alien 5, Alien 6. Non, 6, ça n'existe pas, mais il y en a eu beaucoup, des aliens. En tout cas, celui que vous voyez posé devant vous, là, la mise en scène était remarquable puisque donc ils l'ont imprimé avec cette imprimante-là et il était mou, inerte et froid, comme s'il venait d'être simplement tué par un Space Marine tout à l'heure, et il était dans cette espèce de bac aluminium comme si il était prêt à être disséqué. Alors c'était assez impressionnant parce que moi j'ai touché cette bête molle et froide, et on avait vraiment l'impression d'un cadavre, quoi. Hein. La patte là, je la prenais dans la main, je la laissais retomber, elle était flasque. Euh, Ils auraient pu l'animer avec un petit moteur et j'aurais fait un bond de 3 mètres en arrière. En tout cas, vous voyez la texture, elle est impressionnante. On a des détails et qu'on faisait de manière traditionnelle pour faire voilà, des objets en silicone comme ça, ben, l'impression 3D peut le permettre. Je parlais d'objets fétiches, et ben, ce que vous voyez ici, ben, pour les plus jeunes ou ceux qui ont eu et ont des enfants, c'est la girafe Stoffy. C'est un objet assez commun pour donner aux enfants en bas âge. C'est une espèce de petite girafe en plastique sur laquelle ils se font les dents. Alors là, la photo que vous voyez, on voit une girafe géante. Et celle-ci a été imprimée justement à Nantes par une université qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment parce qu'elle imprime même des bâtiments à bas coût, des maisons pas chères en béton. Et ben devant mes yeux, ils ont imprimé cette girafe Sophie. Et là, c'était pas du plastique, c'était de la mousse expansive, en tout cas la mousse jaune qu'on peut trouver pour isoler les greniers, par exemple. Et voilà, on voit bien les différentes couches qui sont sorties de cette partie-là. Et justement, pour en revenir aux notions de couches, puisqu'on parle d'impression 3D, tout à l'heure, je vous parlais d'impression additive, de Lego, pour les jeunes qui nous suivent éventuellement encore. Je vous remontre rapidement l'objet qu'on a imprimé. Voilà, c'est une sorte de serre-tête qui est sortie au bout d'une heure justement de l'imprimante 3D. Je vais vous montrer la partie intime de cette pièce-là, et c'est dans un logiciel qui va piloter l'imprimante. Alors là, vous voyez le petit cube de mon imprimante qui fait 12 par 12. Je vais ouvrir le fichier d'un masque. Et là, je me rends compte qu'il me faut d'abord récupérer ce fichier dans une clé USB. Donc, simplement, hop, je la branche et je vais vous montrer la partie qui, hop, va vous expliquer comment l'impression additive fonctionne.
Voilà. Le fichier se charge. Et justement, hop, si je vous montre les différentes couches, laquelle sera visible. Alors, ça marchait effectivement un peu mieux tout à l'heure quand j'étais pas sous Windows. Sur Linux, ça marchait un peu mieux. Désolé de l'interruption. On va reprendre le fil de notre démonstration. Chaque couche de plastique, voilà, est posée l'une sur l'autre. Et c'était pareil pour cette visière. Sur une soixantaine de couches de plastique qu'on peut voir ici sur cet ascenseur. Alors, pourquoi je ne vois pas les autres? C'est une grande question. Quoi qu'il en soit, pour vous montrer encore une chose assez impressionnante fait en 3D, eh ben, on voit par exemple des robots qu'on a l'habitude de voir dans des usines, c'est des robots soudeurs, et on les voit en train de construire un pont en 3D sur lequel ces robots soudeurs qu'on imagine peser 500 kilos chacun, pouvoir se maintenir sur un pont imprimé en 3D. Et ça, c'est une attraction qui est assez impressionnante parce qu'on peut la voir. C'est des Hollandais qui ont fait ce projet. Imaginez que vous ayez une rivière et un robot qui construit le pont en une année à peu près. Vous commencez le 1er janvier, il est sur la rive gauche et jour après jour, il met des couches de métal successives et en plus, ces couches de métal, une fois refroidies, elles sont extrêmement solides et le porte jusqu'à la fin de l'année pour arriver sur la rive droite. Ça, c'est pour simplement poser la question, est-ce que l'impression 3D est solide? Alors, effectivement, ça dépend vraiment du matériau qu'on utilise. Là, l'impression métal, elle commence à être de plus en plus utilisée, de plus en plus accessible. Et imaginez justement une impression métal, par exemple un moteur d'avion. Alors, est-ce qu'on aura encore besoin d'autant d'avions prochainement? Je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, des avions qui sont plus légers, plus économiques, en imprimant des pièces beaucoup plus simples, c'est relativement intéressant. On arrive quasiment à la fin de notre démonstration sur comment est-ce qu'on crée un objet en 3D. Alors, je propose que ça soit la prochaine émission qui permettra de savoir comment créer un objet soi-même en 3D, télécharger le fichier à partir d'Internet si on ne sait pas le dessiner. En tout cas, je vous laisse sur cette petite image qui ressemble à un potier avec de la terre glaise. Eh bien, voilà, c'est une des techniques qui permet de comprendre comment on crée des objets en 3D. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de la question. On peut éventuellement voir ce qui nous attend les prochaines fois, comment créer sa toupie en 3D, et ça, on pourra le faire dans un prochain live. On peut parler des Fab Labs. Qu'est-ce qu'on trouve dans un Fab Lab? Qu'est-ce qui est intéressant dans justement, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter peut-être en disant quel serait le sujet qui vous intéresse le plus pour la prochaine fois, les toupies, peut-être effectivement les Fab Labs. Je sais pas si t'avais quelque chose peut-être sur l'histoire vraiment de l'impression 3D de manière un peu plus développée. Je sais qu'il y a toujours des gens qui s'intéressent d'apprendre plus vraiment sur tout ce qui a pu se faire, les entreprises, etc. Peut-être que David aurait des idées là-dessus. Alors, c'est effectivement ce qui va être intéressant, c'est de préparer la prochaine émission de la semaine prochaine et de se dire voilà quelles sont les questions du public, qu'est-ce qui est intéressant, si on a des publics plutôt jeunes qui ont envie de se lancer dans la 3D, qu'est-ce qu'il faut faire, quel logiciel utiliser, ou si on maintient un niveau
assez important, en se disant ben voilà, qu'est-ce que l'industrie de la 3D. Et ça dépend. On va vous laisser une semaine pour nous remonter des questions et puis préparer l'émission de mardi prochain. Et j'ai envie de dire, ce sera à peu près le mot de la fin. On vous remercie de votre attention. Et si vous avez encore des questions pour aujourd'hui, moi, je suis à votre écoute. Je vais simplement télécharger le timelapse, c'est-à-dire la petite vidéo qu'on vient de faire de... Alors, David nous écrit faire de la 3D, les possibilités de l'impression 3D, comment faire des masques. Bruno nous dit top, merci. Bah, top à toi aussi, Bruno. Top, Merci top. Bruno. Voilà. Effectivement, comment faire des masques hein, en cette période de confinement. Ça peut... Alors, moi, Évidemment, on arrive à sortir des masques à taille adulte, mais à taille enfant, ça marche alors aussi. peut-être que je vous donne une impression 3D de ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous voyez ce tube qui fait la jonction? J'ai pu l'imprimer et je vous laisse découvrir. Là, vous avez le time-lapse du masque qui est sorti au bout d'à peu près 1 heure. Là, c'est en accéléré. Vous voyez effectivement le détail. C'est une vidéo qui dure à peu près 4 minutes pour voir couche après couche comment le serre-tête qui va servir de masque pour les personnels soignants ou les personnels en face du public vont pouvoir se protéger. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à nous remonter les points d'amélioration puisque c'était notre premier live et sans doute pas le dernier puisque si on reste confiné un certain temps, je pense qu'on pourra aborder la plupart des sujets en 3D qu'on faisait d'habitude dans notre permanence à Strasbourg. On va les aborder en direct ici et on peut même se dire, puisque je me souviens là, vous êtes assez nombreux à avoir vous-même des imprimantes chez vous, hein, si je me trompe pas. Imaginez faire ce qu'on fait d'habitude dans les maker faire ou dans les festivals de makers, c'est est-ce qu'on ferait une battle d'imprimantes? Une battle d'imprimantes, ce serait pas mal aussi, c'est-à-dire chacun lance une impression qu'il ne connaît pas, on choisit un fichier au hasard et au bout d'1 heure d'impression, quelle est l'imprimante qui l'a imprimé le plus vite, le mieux, et envoyer une photo d'écran pour, j'ai envie de dire, utiliser l'œil expert d'un jury pour désigner un vainqueur pour cette fois-ci du battle d'imprimante. Ça, ce serait une prochaine émission qui serait intéressante de mettre en place. Alors, on pourrait meubler, hein, puisque une impression, ça dure à peu près 1 heure, mais on pourrait évidemment créer des interactions. Lionel, vu qu'on a parlé ensemble, il y a moyen d'avoir d'autres personnes qui peuvent influer sur la discussion, qu'on soit pas juste moi en monologue ou juste en dialogue avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben écoute, si jamais des personnes, j'avais proposé à David de nous rejoindre, mais je crois il a préféré rester tout simplement dans le chat. Mais Oui, effectivement, c'est confortable le chat. nous pourrions inviter des personnes en live avec nous et discuter, enfin et interagir. Et après, comme dit, si certains ont des imprimantes chez eux, on peut effectivement faire un
un moment où chacun imprime chez lui et voilà, on peut voir ce que chacun imprime. David proposait de faire un bal masqué avec toutes ces impressions de masques. Ouais, Euh, ça marche. voilà, donc encore une fois, hein, pour ceux qui nous ont regardé, effectivement, si vous avez des suggestions de thématiques ou si même vous voulez participer avec nous pour participer aux discussions, pour participer aux impressions, manifestez-vous. Voilà. Ah, David me dit que cette fois il ne pouvait pas, donc ça veut dire que la semaine prochaine il est censé pouvoir. Très bien. Euh, donc David, tu seras en live avec nous la semaine prochaine. La vidéo donc de l'impression du masque est finie, donc je pense qu'on a fait le tour de Du notre sujet pour live aujourd'hui. d'aujourd'hui. Voilà, bon, je pense que on remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont regardés, toutes les personnes qui ont commenté. Évidemment, on va y avoir un replay ou pour ceux qui pouvaient pas, vous pourrez revoir. N'hésitez pas à partager hein, le replay justement pour ceux qui étaient là. N'hésitez pas à nous donner vos remarques, vos suggestions, vos idées pour la prochaine fois. Donc je pense qu'on peut se donner rendez-vous mardi prochain à 11h30 Ok, sur notre page Facebook et ça marche pour normalement moi. avec une troisième personne au moins qui sera présente à l'écran qui s'appelle David qui lui a comme préfixe professeur et pas maker. D'accord, Euh, c'est vrai. On donc pourra donc il y aura parler professeur du show. David, maker Fred et juste Lionel. Ok, pourquoi pas. En tout cas, Voilà. merci de votre attention. On attend des retours de votre part. Et en tout cas, ça a été une belle première fois à renouveler. Merci Lionel pour le support vidéo et pour ce que tu sais faire de bien, être le maître de cérémonie. Et on vous dit à bientôt sur le Facebook ForMaker, le site ou nos comptes Facebook respectifs. À très bientôt. Salut Lionel. Bon, bonne journée à tout le monde et bonne fin de confinement, hein. Et Ouais, on se retrouve la semaine le plus prochaine. tôt possible. À bientôt. Salut.